Donc je vais demander à Hubert Joannet de monter tranquillement à la tribune. Il va nous parler d'accès à l'innovation. Alors, vous avez compris que c'est un double accès, accès des équipes chirurgicales aux produits de l'innovation et à leur développement, mais aussi accès, messieurs les doyens, monsieur l'adjoint au maire, merci de votre présence. Donc l'accès à l'innovation des équipes chirurgicales, mais aussi donc l'accès des patients de façon homogène sur le territoire national à cette innovation. Donc il y a une démarche actuellement entreprise par l'Académie auprès de la Haute Autorité de Santé. Et je pense que c'est de cela que Hubert Joannet, secrétaire général de l'Académie nationale de chirurgie, va nous parler. Mon cher Hubert. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du maire, Monsieur le doyen, cher Pascal, merci pour l'organisation de cette journée. L'Académie nationale de chirurgie est la seule institution ayant mission de service public à soutenir les 13 spécialités chirurgicales. Bien sûr, il y a la Fédération des spécialités médicales, mais les chirurgiens sont minoritaires parmi les 44 spécialités médicales globales en France. Et donc, nous avons une vue transversale sur l'ensemble des problématiques des spécialités chirurgicales. Nous n'avons pas attendu le Covid pour faire le constat qu'innover en France était devenu extrêmement difficile. Nous avons un certain nombre de chirurgiens qui vont faire des recherches et développer des innovations, des chirurgiens français, actuellement à l'étranger. Tout ça est une anomalie. Et donc, nous avons commencé un certain nombre de concertations avec les tutelles, qu'il s'agisse de la DGOS, qu'il s'agisse de la CNAM, ou qu'il s'agisse de l'HAS, qui ont d'ailleurs les mêmes préoccupations. Nous parlons ici d'actes ou de dispositifs médicaux implantables. La CNAM en a assez de payer des actes qui n'existent pas, qu'on va coder par assimilation, puisque la nomenclature n'est plus actualisée. Et nous n'avons pas attendu le Covid pour faire ce constat. Or, les politiques, comme les Français, ont été très surpris dans cette crise Covid de ne pas voir l'Institut Pasteur, Sanofi, des emblèmes nationaux présents dans cette compétition, ce qui est un reflet des problèmes liés à l'innovation en France. Je le mets dans quel coin le truc là? Ouais. Moi c'est pour passer ma diapo. Bah, vous... Ouais, mais... Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà, alors nous faisons un certain nombre de constats. En France, il existe en matière d'innovation une lenteur absolument invraisemblable. Il faut d'abord, avant de concevoir, quand on a conçu une étude, avoir l'accord du comité de protection des personnes. Ces CPP sont embouteillés, les délais sont longs, et donc déjà c'est un premier délai. Ensuite, bien sûr, on va mener une étude, une évaluation. Il y a donc la durée de cette étude. Lorsque vous voulez soumettre un acte à la Haute Autorité de Santé, faire valider un acte à la Haute Autorité de Santé, la fenêtre est de 3 mois. C'est-à-dire qu'avant le mois de mai ou avant le mois d'avril, vous ne pouvez pas présenter un acte. Et ça s'arrête fin juillet. Voilà. Comme si il n'y avait pas de nouveaux actes dans le reste de l'année. Donc ça, c'est déjà une première anomalie, et nous n'avons pas de délai. L'HAS peut prendre tout son temps pour statuer sur des nouveaux actes, des nouveaux matériaux implantables. Une fois qu'on a passé cette étape, le dossier va passer à la hiérarchisation de l'INCAM pour évaluer justement la tarification et tout ça. Et donc, je siège au comité de hiérarchisation de la CNAM. Nous avons 4 réunions par an. La dernière, qui devait se tenir la semaine dernière, a été annulée parce qu'il n'y avait pas d'acte à présenter
à hiérarchiser. Donc on voit bien les problématiques dans ce domaine. Une fois que l'acte a été hiérarchisé, ça va passer à l'INCAM qui peut très bien décider de ne pas statuer. Il y a par exemple en France un acte qui a été validé par la HAS qui concerne la carcinose péritonéale qui n'est pas tarifé. Il existe, mais on n'a pas rendu de décision. Admettons que l'INCAM rende sa décision, ce qui est quand même le cas le plus fréquent quand même. L'UNOCAM doit donner son avis, parce que vous savez que nous sommes dans un système issu de la dernière guerre mondiale, où ce sont les syndicats représentatifs qui gèrent la sécurité sociale. Cet avis, ils ont 6 mois pour le rendre. Enfin, l'INCAM rend un avis, et il faut ensuite que le ministre ne fasse pas opposition, avant que ça paraisse au journal officiel. Bref, vous voyez que lorsque vous voulez implanter un nouvel acte ou un nouveau DMI, c'est assez long. Alors, le deuxième constat, c'est que les sources de financement sont, selon l'avis rendu par la Cour des comptes en juillet 2021, éparpillées, et selon l'avis rendu par le Sénat à la même période, complexes. Lorsqu'on veut faire une innovation, en général, on a besoin d'argent, soit pour budgéter des études, soit pour les évaluer, soit pour créer un élément industriel. Et donc là, on a en France l'embarras du choix. On pourra se retourner vers la DGOS, soit par l'intermédiaire des systèmes mairies, qui sont les fonds dont bénéficient les CHU et également un peu les établissements privés, pour 1,7 milliard d'euros. Et vous savez que ce sont les fonds qui sont attribués aux établissements en fonction des points SIGAPS, des publications, de toutes ces preuves de recherche. Vous pouvez aussi passer par tout un tas de petits programmes qui sont les programmes hospitaliers de recherche clinique, les programmes hospitaliers de recherche infirmière et de personnel soignant, les programmes, les PRPS et les programmes de médico-économiques, les programmes transversaux, tout ça pour 150 millions d'euros. Mais la DGOS n'en reste pas là. On a également la direction de la recherche clinique et de l'innovation au sein de la PHP, les centres d'investigation clinique liés aux unités INSERM, les centres de recherche clinique, les centres de recherche biologique, la recherche sur le cancer avec les biotech, et puis les groupes régionaux d'innovation. Tout ça pour 210 millions d'euros. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, l'article 51, qui est arrivé il y a 3-4 ans, et pour lequel ont été budgétés 400 millions d'euros. 89 projets ont été retenus et 29 sont en cours d'implémentation. L'HAS, de son côté, sélectionne des forfaits innovation. Ils ne sont pas nombreux. 14 depuis 2014. Ce sont des budgets qui peuvent être très importants. Il s'agit là d'aider des innovations de rupture. Mais vous pourrez aller voir le webinaire que la HAS a fait au début de cette année pour expliquer qu'il fallait apporter des projets parce que finalement il n'y avait pas tant de projets de ça qui leur étaient soumis, peut-être parce que les conditions sont drastiques. On a également la Banque publique d'investissement qui a dédié 158 millions d'euros à l'innovation médicale. Et puis les fonds européens, bien sûr, 28 milliards. C'est considérable. Les fonds européens, c'est pour équilibrer l'évolution des régions en Europe. C'est-à-dire qu'on connaît l'huile d'olive de Toscane ou l'huile d'olive de Provence, mais l'Andalousie dit, nous aussi on fait de l'huile d'olive, donc on a besoin d'un budget. Et au milieu de tout ça, il y a un peu d'innovation médicale pour 1,5 milliard d'euros. Ce sont des crédits qui sont attribués à des régions. Et puis nous avons un ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui dédie 2,5 milliards. En réalité, c'est surtout pour payer les bâtiments, les laboratoires et pour payer les chercheurs. Mais ce ministère gère aussi les crédits impôts recherche. Les entreprises peuvent déduire de leurs impôts
des budgets qu'ils attribuent à la recherche et du développement. Enfin, vous avez naturellement les industriels. Les chirurgiens font énormément de progrès grâce à la technologie. Cette technologie est apportée par les industriels. Et évidemment, les industriels font des investissements, qu'il s'agisse de petites entreprises qu'on appelle maintenant des start-up, ou de grosses entreprises, qu'elles soient françaises ou américaines, d'ailleurs, ou étrangères, essentiellement américaines. Et enfin, il y a quelque chose qui est moins connu, ce sont les financiers. Les financiers qui font du private equity. Qu'est-ce que c'est que le private equity? Ce sont des gens qui vont investir dans des entreprises qui ont besoin de faire un saut dans leur développement. Ils investissent et ils reprennent leurs bénéfices au bout de 4-5 ans quand l'entreprise a fait son saut de développement. On estime que le rendement du private equity est actuellement de 10%. Alors vous me direz, diapositive suivante s'il vous plaît. Du coup c'est le bazar en pratique. C'est le bazar parce que vous voyez ici une diapositive que nous avons tirée de Médicène, qui est l'organisme régional d'Île-de-France. Vous avez donc à gauche toutes les institutions. Vous avez à côté les grandes entreprises. Vous avez les petites entreprises. Et vous avez à droite les intermédiaires, les lobbyistes, les facilitateurs. Donc on voit bien que quand on veut mener une recherche en France ou une innovation, c'est tout un travail. Il faut connaître les filières, il faut trouver l'argent, et on prend peut-être plus de temps à arriver dans la filière qu'à créer son innovation. Le troisième constat, c'est que là, nous parlons d'innovation médicale globale. Mais il y a des aspects très spécifiques à la chirurgie et à la médecine interventionnelle. En chirurgie, la base pour la HS, ce sont les études prospectives contrôlées. Mais en chirurgie, les niveaux de preuve sont très faibles. Je vous invite à consulter les recommandations du journal des pathologies européens concernant la lithiase biliaire. Quand on est en faculté, on apprend les signes d'une colique hépatique. Mais quand on fait la liste des études prospectives randomisées, on s'aperçoit que ces signes que nous avons appris, avec toutes ces études issues des bases Cochrane, ont un niveau de preuve très faible. Et donc, pour aller convaincre la HAS qu'une intervention est meilleure qu'une autre, ou va apporter un plus au patient, en chirurgie, c'est très compliqué. J'ajoute que nous sommes rentrés dans une période où les patients sont de plus en plus informés et qu'ils peuvent tout à fait refuser d'entrer dans le bras qu'on leur propose en disant non, non, mais moi c'est cette opération-là que je préfère et c'est cette opération-là que mon médecin m'a recommandée ou c'est cette opération-là que mon chirurgien me conseille. Et donc, pas d'études randomisées. Et enfin, ces études prospectives contrôlées, elles ont l'inconvénient de représenter l'expérience des centres experts. Et la diffusion des techniques nouvelles ne donne pas toujours d'aussi bons résultats dans la population chirurgicale. Parlons des programmes hospitaliers de recherche clinique. D'abord, un quart des demandes seulement est accepté. Donc vous pouvez repasser l'année d'après pour représenter votre demande. Un PHRC, c'est 10 ans. Alors on dit que la moitié des connaissances médicales se périment en 5 ans. Donc on n'est pas dans le bon timing. Et alors surtout, ces PHRC, c'est 3% pour la chirurgie en 2019, en 2018 et 1,85% en 2019. Donc c'est vraiment la part du pauvre pour la chirurgie. Nous avons parlé des forfaits innovation. Les forfaits innovation, il y en a très peu, mais c'est vrai qu'il y en a eu pour l'ophtalmo, pour la cardiochirurgie et pour la neurochirurgie. Et au total, finalement, après tout ça, la commission d'hiérarchisation des actes, elle statue pour les 13 spécialités chirurgicales une dizaine d'actes par an.
ce qui est très peu, compte tenu des évolutions médicales. On peut ajouter que le robot Da Vinci, qui a une politique très efficace pour s'implanter, n'a absolument pas été maîtrisé par les tutelles. Jusqu'à il y a 2 ans, la CNAM ne savait pas qui faisait du robot, où ça se faisait, enfin bon, voilà. Donc on se dit, mais... Et donc pour l'évaluer, la HAS était très gênée pour valider la prostatectomie et tout ça. Il y a un manque d'intéressement des tutelles dans tous ces domaines d'innovation. La CNAM, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'en peut plus de payer des actes qui n'existent pas. Des actes par assimilation. Tous les chirurgiens dans les blocs, depuis des années, bricolent pour avoir une cotation qui soit relative à l'activité qu'ils ont, qui ne soit pas trop mauvaise pour eux. Et il n'y a aucun suivi des actes et des DMI. On va mettre en place des prothèses hernières, personne ne sait ce que ça devient en France. Or, on a vu que sur les bandelettes urinaires, il y avait eu un certain nombre de problèmes. Ce qui, en termes de santé publique, pose des questions vis-à-vis de nos patients et agace un peu les tutelles. Alors, c'est vrai qu'avec les efforts du SNITEM et des industriels qui n'en peuvent plus des barrages et qui finalement préfèrent mener leurs expériences dans les pays étrangers qu'en France, leurs évaluations plutôt, il y a également la volonté de la CNAM qui trouve que le système est obsolète. Et puis cet effet Covid, du coup, ça a bougé. Alors le SNITEM a déjà obtenu quelques améliorations dans le raccourcissement des délais, qu'il s'agisse des CPP, de la hiérarchisation, enfin des différentes étapes. Il y a l'instauration d'une nouvelle réglementation européenne pour les DMI en mai 2021, qui va donc changer la donne, puisque maintenant toutes les DMI qui vont être mis en place devront avoir des évaluations post-market, ce qui va donc solliciter largement les praticiens et va également impacter les budgets des industriels qui veulent implanter leur DMI, parce que c'est une chose d'avoir un budget pour créer une étude et convaincre, et c'est une autre chose d'avoir un budget pour valider son DMI rétrospectivement quand il est sur le marché. Le Haut Conseil de la nomenclature a été installé en avril 2021. Il a été ouvert par Olivier Véran au mois de septembre. Il est présidé par François Richard, qui est, comme je pense beaucoup d'entre vous le savent, urologue, ancien président de l'AFU, ancien président de l'Académie de chirurgie. Vice-présidé par Christian Espagno, qui est un chirurgien libéral neurochirurgien que je pense que vous connaissez bien, et qui va donc commencer ses consultations, qui a déjà reçu les syndicats professionnels, et qui va donc maintenant s'adresser aux différentes spécialités pour réexaminer les différents chapitres de la nomenclature. Et là, les sociétés savantes et les praticiens devront faire des propositions, donner des réponses précises pour actualiser notre nomenclature. Et puis les politiques, avec l'effet Covid, ils ont reconvoqué le Conseil stratégique des industries de santé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la réunion des quatre ministères intéressés, santé, finances, recherche, innovation, je ne sais plus lequel, pour voir un peu ce qu'on pouvait faire pour développer les innovations en France. Siégeait dans cette commission Alain José-Sel, qui est chirurgien ophtalmo, et qui a fait de très nombreuses études de très grande qualité aux États-Unis. Et donc le CSIS a voté 7 milliards d'ici 2030 pour le développement des innovations en santé. Il a décidé de doubler les moyens des comités de protection des personnes. Le but est de doubler le nombre d'essais cliniques. Et il a attribué 2 milliards de plus pour la Banque publique d'investissement. Et enfin, on parle de la création d'une énième agence gouvernementale qui serait l'agence de l'innovation médicale. Alors on a parlé de février, ça sera plutôt septembre, peut-être qu'il y a une élection entre les deux, c'est possible. Mais il nous apparaît très important d'être présent au sein de cette agence pour l'innovation pour représenter les aspects spécifiques propre à la chirurgie et à la médecine interventionnelle. Parce que l'Académie de chirurgie n'est pas dupe. Cet argent va être très ciblé sur le numérique, les biomarqueurs
l'intelligence artificielle. Tout ça aura évidemment des avantages attendus pour nos patients. Mais nous avons des problèmes spécifiques pour développer la chirurgie et la technologie chirurgicale. Il faut plus de méthodes, plus de fluidité et une place spécifique à la chirurgie et à la médecine interventionnelle. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton? Voilà, plus de fluidité. Donc, il faut continuer à obtenir un raccourcissement des délais. Il faut un guichet unique. Ce guichet unique qui réunirait les différentes tutelles, les CNP ou sociétés savantes concernées, les industriels quand c'est nécessaire, et le GEMED, qui est l'agence qui va valider la méthodologie, qui est l'organisme notifié, validé par la Commission européenne en France, il n'y en a qu'un, qui est issu du laboratoire national d'essai, ceux qui testent les grippins, ils vont tester donc avec leur méthodologie les innovations médicales pour voir si en termes de méthodologie c'est satisfaisant. De manière, ce que nous voulons, c'est que les équipes chirurgicales ou les industriels puissent avoir une réponse immédiate en disant la CNAM va payer, votre innovation est validée, elle va être mise en place, etc. Alors évidemment, il y aura en amont une phase de méthodologie. Il faut d'abord vérifier que la méthodologie est adéquate. Mais l'idée, c'est qu'on ne passe pas son temps à nous naviguer d'une administration à l'autre pour ensuite essayer d'avancer. Alors, je pense que nous avons raté une diapo. Je vous demande de revenir en arrière, s'il vous plaît. On a parlé de fluidité et donc également plus de méthodes. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Voilà, merci. On sait qu'en France, on a des databases que le monde nous envie. Et ces databases, en fait, c'est essentiellement le PMSI et elles s'intéressent au post-opératoire. On n'a pas de données préopératoires, en particulier on n'a pas de données cliniques. Et donc il appartient aux praticiens de relier, d'apporter ces données cliniques pour les mettre en regard des données médico-administratives. Et donc c'est tout l'intérêt que nous aurions en France à développer l'utilisation des registres. Car en chirurgie, c'est assez facile de rentrer des patients dans des registres, parce qu'on les opère. Donc tous les jours, on opère des patients, on peut les rentrer dans des registres. Et d'ailleurs, le TAVI a été évalué et validé par l'intermédiaire d'un registre. Ce n'est pas par les études prospectives contrôlées que ça a été validé. Alors après, ces registres, ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut examiner quels seront les critères de qualification des registres pour l'HAS et l'organisme de notification. L'HAS tient particulièrement à ce que les registres soient comparatifs, que l'évaluation soit comparative pour voir si on apporte un bénéfice. Qui héberge ces registres? Quelles sont les conditions d'hébergement? Les données. Comment valide-t-on les données? Comment peut-on les exporter? Il y a actuellement en France des établissements qui refusent d'exporter leurs données pour des raisons techniques, de confidentialité, etc., de compatibilité logicielle et tout ça. Qui a la propriété des données? Est-ce que ce sont les sociétés savantes ou est-ce que ce sont les praticiens, les industriels? Et qui utilisera ces données? Il faut également que ce travail fourni par les praticiens leur revienne. Ça n'a pas de sens de demander de remplir des patients dans un registre pour ne pas avoir les résultats et ne pas en avoir la gratification. Ça veut dire que rentrer des patients dans un registre, la CNAM paiera les patients rentrés dans le registre. Les actes seront remboursés. Et il faut que ces registres puissent servir à une évaluation éventuellement rétrospective. Et donc c'est tout le rôle des sociétés savantes et des conseils nationaux professionnels de pouvoir encadrer tout ça, proposer et organiser les innovations dans les 13 spécialités chirurgicales et les technologies afférentes.
Alors l'Académie de chirurgie a déjà tenu plusieurs réunions avec l'HAS, la DGOS et la CNAM depuis le début de cette année. Elle va faire nous allons tenir 4 réunions pour rentrer dans le fond des choses. 1, la méthode, donc on parlera essentiellement des registres, on doit discuter avec la FSM justement sur tous ces aspects. 2, la fluidité, comment sucrer les étapes qui traînent. Il ne s'agit pas de sacrifier, il faut rester très rigoureux dans les évaluations, c'est notre crédibilité. Mais pour autant, on doit pouvoir avoir des résultats en restant rigoureux dans nos évaluations. 3, le financement. Comment avoir des sources de financement qui soient assez claires et qui puissent être plus simples. Et 4, et nous tiendrons une réunion pour avoir examiné notre stratégie vis-à-vis des sociétés savantes pour faire de la pédagogie sur ce point. Voilà, je vous remercie. Mais nous pensons que nous sommes là pour ça, pour aider toutes les sociétés savantes. Je voudrais juste dire un mot sur Jean-Claude Couffinal qui est présent dans la salle, qui a noué des contacts innombrables avec les industriels et tous ces intermédiaires qui connaissent en général beaucoup mieux les process que nous, que ce soit en France ou en Europe. Merci à vous. Merci Hubert. La présentation était faite en collaboration avec François Richard, qui n'a pas pu se déplacer parce qu'il siège aujourd'hui au comité sur la nomenclature dont il est le président. Donc tu as commencé ta présentation en décrivant beaucoup de points négatifs, mais nous avons apprécié le caractère positif finalement. Oui, il faut avancer. Les chemins sont ouverts. Alors tu as évoqué le forfait innovation que je connais bien. Et omis de dire que finalement l'Association française d'urologie, initialement, elle était le premier forfait innovation, j'en sais quelque chose, j'en étais l'auteur, attribué en 2014, et je peux donc témoigner, je l'ai déjà fait devant l'Académie, du véritable parcours de combattant, puisque la saisine avait été déposée en 2008, l'attribution au journal officiel a eu lieu 6 ans plus tard, on parle d'innovation, en 2014, et nous sommes les phases d'inclusion sont maintenant terminées, les résultats seront acquis début 2023, c'est-à-dire qu'on aura eu 15 ans entre la saisine, c'est-à-dire le moment où la technologie proposée par l'industriel est mise à disposition et où la réponse est donnée. C'est-à-dire c'est pire que la vallée de la mort. Heureusement que les industriels, parfois, ont les reins solides et se posent maintenant la nouvelle question de la réglementation européenne, c'est-à-dire avant d'obtenir le marquage CE, il faut pratiquement une étude prospective, il faut bien le dire, d'où l'intérêt des registres. Et c'est difficile, mais pour revenir à des points positifs, on a en France, je pense que ça existe dans d'autres pays, en particulier en Allemagne, un couple maintenant qui est un véritable couple moteur, Haute Autorité de Santé, DGOS, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, et depuis ce premier forfait innovation que nous avons partagé avec les ophtalmos, les choses ont progressé. Et donc il y a un deuxième forfait innovation que Bernard Fraisse connaît bien, je le vois dans la salle. Peut-être il pourra nous dire quelques mots sur les progrès, et en particulier la réduction du temps. Normalement, la réponse doit être donnée non pas en 6 ans comme nous l'avons eu, mais un minimum de 6 mois et peut-être 1 an. Et il y a eu quelques forfaits innovation attribués ces dernières années depuis cette nouvelle mouture. Et le forfait innovation, je pense, est une voie très, très intéressante. Jacques Belkiti la connaît très bien également. Et puis, il y a l'autre aspect que tu as décrit, c'est finalement l'aventure industrielle. Et on a ici, je le sais, des jeunes chirurgiens, c'est vrai à Toulouse, c'est vraiment vrai dans beaucoup d'établissements, en particulier universitaires, mais pas qu'universitaires. Les collègues du privé peuvent également avoir des idées et faire avancer l'innovation. C'est la création de start-up. C'est les fonds d'amorçage régionaux. Et là encore, un progrès que tu as signalé en particulier avec l'avènement du CSIS, c'est-à-dire l'action de la BPI. On lève une somme X, la BPI, c'est pas tout simple, il y a beaucoup de travail, mais la BPI maintenant apporte autant. Donc finalement, pour faire simple et pour laisser la parole à la discussion, encore une fois, c'est une question de volonté. Il faut avoir conscience de tous ces obstacles.
Mais il ne faut pas que ces obstacles soient inhibants. Il faut, et je pense beaucoup aux jeunes collègues ici, il faut avoir la volonté. On a une idée, elle est bonne, elle est présentée dans tous les niveaux universitaires que l'on connaît. Et à ce moment-là, il faut pouvoir sauter le pas et probablement passer par la voie de la start-up. Tu as cité l'exemple d'Intuitive. Intuitive, au début des années 2000, perdait plus de 100 millions d'euros. Alors c'est le système américain, ça n'a rien à voir avec nous, sauf que tu as parlé des private equity, et ça commence en France, il y a des fonds qui investissent donc, dans les biotech, et certaines biotech, il y en a de prestigieuses, on en connaît une, CARSA bien évidemment, mais c'est un exemple qui doit nous conduire. Et là encore, la BPI, aujourd'hui, a son rôle. Et le numérique est central, mais je pense que dans beaucoup d'innovations chirurgicales, le numérique ou l'intelligence artificielle a sa place. Je vais faire simple. Et pour la place des registres, tu prêches un convaincu. Récemment, on a eu l'exemple de la FDA, qui a dit que ce n'était pas la peine de faire une étude randomisée. Alors c'est notre tambouille à nous, c'est le cancer de la prostate, traitement focal versus traitement radical. L'étude randomisée, c'est la FDA qui parle, n'est pas équitable. On opposerait un traitement conservateur à son traitement de rattrapage. Donc bref, c'est un exemple. L'innovation va souvent vers la simplification, et c'est pour des excellentes raisons que tu as présentées, c'est difficile de faire une comparaison équitable, y compris pour le patient. Comme tu l'as évoqué, les séquelles ne sont pas les mêmes, on ne peut pas comparer. Donc, d'où l'importance des registres prospectifs, ce qu'on appelait à l'époque les tracker studies, qui a fait le succès relativement rapide, en particulier des stents coronariens. Nos collègues cardiologues ont avancé sur 2 jambes assez vite, car il était impossible de monter une nouvelle étude, une nouvelle randomisation, etc. Lorsque les stents Mais les premiers stents ont été posés, il n'existe plus cela, ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont commencé comme ça. Et donc il y a effectivement des success stories, comme on peut dire, dans l'histoire de l'innovation, qu'elle soit chirurgicale ou instrumentale. Voilà, les quelques commentaires, peut-être des commentaires dans la salle. Bernard Fraisse, qui a longtemps siégé à la commission de la Haute Autorité de Santé. En ce qui concerne les délais, il faut se mettre en perspective par rapport à d'autres pays. On n'est pas beaucoup plus lent que les Américains. Le problème, c'est dans quel séquençage on parle. Comme l'a dit tout à l'heure votre président toulousain, les startups, ça va assez vite en France. Le marquage CE, ça va très vite. Le marquage CE, ça va beaucoup plus vite que la FDA. Ce qui est long, c'est la phase du remboursement. C'est-à-dire, si vous avez un produit qui est équivalent, obtenir le marquage CE, c'est relativement rapide. La difficulté, c'est le remboursement. Et c'est là, et vous l'avez évoqué, où il y a quand même un peu d'espérance. J'ai siégé plusieurs fois au forfait innovation. C'est moi qui ai évalué les forfaits innovation sur l'ophtalmologie. Aujourd'hui, vous avez d'autres mesures dérogatoires qui sont des mesures transitoires dont l'objectif est de dire il y a un DM ou un acte chirurgical qui n'a pas assez de données cliniques. On vous donne de manière transitoire un remboursement qui va durer 2 ans, 3 ans. Et en fonction des données, on va créer un acte. Donc ça, c'est un tout petit peu différent. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours s'autoflageller. On n'est pas très en retard pour l'accès aux patients. La difficulté, c'est le remboursement. Et c'est ce qui doit accélérer par, vous l'avez dit, le forfait innovation ou d'autres mesures dérogatoires qui sont actuellement dans le plan 2030. La deuxième réflexion, c'est sur la méthodologie. Vous avez tout à fait raison. J'ai siégé pendant 10 ans à l'HAS sur la CNEDIM. Sur 150 actes ou DM chirurgicaux, il doit y avoir 10 dossiers qui avaient une randomisation. Et aujourd'hui, il faut s'orienter vers les alternatives à la randomisation. Il y en a plein. Il y a l'alternative par centre expert, les techniques de Zélène. Et aujourd'hui, dans le handicap, il y a de nouvelles méthodologies acceptées par les autorités de santé. Donc, quand on démarre une étude, il faut avoir cette réflexion. Quelle méthodologie pour sortir de la randomisation? Parce que vous avez raison, la chirurgie ne peut pas. Puis un troisième élément, je crois que c'est important que l'Académie le lise, le document Santé 2030 qui a été émis il y a 2 mois donne beaucoup de pistes pour la réindustrialisation de la France en matière d'innovation en chirurgie, sur la rapidité d'accès au marché par les mesures transitoires et aussi pour l'évaluation. Donc il y a quand même quelque chose qui bouge. Je partage votre analyse sur les délais pour avoir présenté à l'American Academy une différence entre l'Europe et l'Académie pour ce qui est au moment où le patient reçoit et est remboursé, on n'a pas de différence, on est même un peu plus rapide.
Moi, je trouve que vous êtes un peu optimiste pour la Haute Autorité de Santé, qui quand même est très très... Je la défends, mais... qui est garante de la rigueur de l'étude, ça on est d'accord, et d'ailleurs c'est très bien. Pour autant, ça nous apparaît quand même être un goulet d'étranglement. Enfin, il y a peut-être, d'ailleurs ils le disent, hein, c'est un problème de moyens aussi, ils disent ça, que, voilà. Et donc, ils sont très solides sur leur process d'évaluation et de rigueur, ils ont raison d'ailleurs. Si j'ai une critique à faire sur la HAS, en ce qui concerne la chirurgie de l'EDM, c'est effectivement qu'ils ont mis beaucoup de temps à sortir de la randomisation et qu'ils ont eu des attitudes un peu sectaires parce qu'ils étaient comme la transparence, comme le médicament. Ils ont quand même évolué sur ces méthodes. Ceci étant, je crois que dans le texte, peut-être que je me trompe, mais entre le moment où l'industriel dépose un dossier et la réponse de la HAS, il y a 90 jours et pas plus. Oui. Après, l'acte, c'est un autre problème. Alors, enfin, est-ce que je peux... Juste, il y a deux aspects en réalité. Il y a l'industriel, dont c'est le métier, c'est une partie du métier, que de monter le dossier, et examiner la réglementation, etc. Et puis il y a les praticiens. Le praticien, ce n'est pas son métier. Et la société savante, ça n'est pas son métier. Et l'HAS ne se cache pas pour dire que les dossiers présentés par les praticiens, concernant les actes, etc., sont de bien moins bonne qualité que ceux présentés par les industriels. Là, il y a un gap sur lequel il faut réfléchir, je pense. Avant de donner la parole à Albert-Claude Benamou, je voudrais dire à nos collègues qui nous suivent en visioconférence qu'ils peuvent intervenir par chat. Et Humphrey vient de nous rejoindre ici pour recueillir leurs éventuelles questions. Albert-Claude ? Oui. Il y a 15 jours, l'Académie a rendu un hommage à Jean-Michel Dubernard comme un peu un prince de l'innovation et de la disruption en matière de chirurgie. Et est-ce que cette culture de la disruption, c'est pas quelque chose qui manque à notre administration? On lance une agence de l'innovation. Est-ce qu'elle va être proactive, favorisante, ou éventuellement elle va être freinatrice? Il y a en plus dans l'administration deux pôles. Le ministère, comme tu l'as dit, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pousse à l'innovation. Et les instances de contrôle, de remboursement, etc., sont freinatrices et bloquent le processus. Donc il faut trouver finalement un bon équilibre. Et c'est ce qu'a essayé de faire Dubernard, puisqu'il a été un des initiateurs de la Haute Autorité de Santé. Pour le coup, la Haute Autorité de Santé, elle dit que les forfaits innovation, c'est pour les innovations de rupture, donc pour les choses qui sont vraiment... Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que je connais peu d'innovations qui ne mènent pas à des progrès d'ordre médico-économique. Et à partir du moment où on utilise donc le deuxième terme de l'expression, le ministère tend l'oreille, je pense que, comme tu l'as dit, c'est une culture qui est en train de rentrer dans les esprits et qui est de plus en plus importante étant donné tous les milliards qui sont en train de s'envoler actuellement pour d'autres raisons. Donc je pense que chaque fois qu'une innovation, il faut que nous sachions employer les langages économiques dans nos présentations, faire ce qu'on appelle les business plans, montrer tout l'intérêt économique à terme d'une innovation, qu'elle soit d'ailleurs médicamenteuse ou qu'elle soit de l'ordre de l'instrumentation, de la technique chirurgicale. Voilà. Eh bien, merci pour cette superbe présentation et discussion.